Chapitre Covid avec les suites de la fête au but de Chaumont. Le parquet de Paris a ouvert aujourd'hui une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. Adrien. Et on va les revoir ensemble, ces images des buts de Chaumont. Je pense pas que vous y étiez, Daniel Obono. Non. C'est dans le 19e arrondissement à Paris, l'arrondissement dont vous êtes élu, mais vous n'y étiez pas. Ça donnait ça. C'était ce week-end. Cette poésie scandée au but de Chaumont, cette grosse fête à ciel ouvert et à bouche ouverte aussi, puisqu'il y avait assez peu de masques, sans respect des gestes barrières, un relâchement qui a provoqué d'énormes réactions d'indignation. Mais Virginia, notre coiffeuse niçoise, je vous l'ai présentée. À l'inverse, elle, ces jeunes, elle les encourage. Je leur dis, allez-y et allez-y encore plus fort. Sortez les jeunes, sortez. C'est vous qui allez nous libérer. Je pense que les jeunes, ils sont à bout et que maintenant, il faut simplement les laisser aussi vivre. Et les jeunes ont tout à fait le droit d'avoir des lieux où ils puissent s'exprimer, des lieux où ils puissent s'amuser, des lieux où ils puissent se retrouver. C'est nécessaire à leur santé mentale. Pour moi, la désobéissance, même civile et surtout citoyenne, elle est indispensable. Je suis mais vraiment encartée avec rien, personne. Il y a personne qui me commande. Je suis simple citoyenne et je veux qu'on entende cette voix et cette détresse. C'est-à-dire que les jeunes, ils en peuvent plus, ils souffrent. Alors évidemment, Virginia, elle vient de le dire, elle est encartée nulle part, elle parle en son nom propre. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Est-ce que ces jeunes qui en ont marre et qui en ont ras-le-bol, vous les encouragez comme elle vient de le faire? Écoutez, d'abord, je pense que ce n'est pas simplement une question de jeunes. Je crois que la pression psychologique, mentale de cette année, plus d'un an, il y avait pas beaucoup de boomers confinement, là, sur la fête. Je crois que aujourd'hui, par exemple, si vous allez dans Paris, dans plusieurs jardins, il y a des familles, il y a des gens qui sortent parce qu'ils ont besoin de respirer. Mais dans les jardins, ils sortent masqués, voilà, ils sortent en respectant les gestes barrières. Il y a un certain nombre de conditions à respecter, mais je crois que le sentiment un peu de retrouver un goût de liberté, tout le monde peut le comprendre. Après, il faut rappeler effectivement qu'il y a une vigilance à avoir, qu'on n'est pas sorti de l'auberge, comme donc on dit. Vous les condamnez ou pas? Mais je pense que la question n'est pas de condamnation. La question n'est pas de la condamnation. Je crois qu'il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive là et de se rappeler quand même que on peut comprendre et condamner ou pas. Et donc, c'est ce que j'exprimais. Je rappelle qu'on est dans un état d'urgence sanitaire, que la vigilance est de mise, qu'il est possible aujourd'hui de sortir, d'aller dans des parcs, y compris d'écouter de la musique, mais il faut respecter les gestes barrières. Donc, je réaffirme cette nécessité de vigilance, mais j'alerte aussi sur le fait que c'est quand même le symptôme de l'ensemble des contradictions qui sont aujourd'hui à l'œuvre, et c'est de la responsabilité du gouvernement d'expliquer, par exemple, qu'on va progressivement sortir de mesures restrictives, alors qu'on est dans un haut plateau encore épidémique, qu'il y a énormément d'injonctions contradictoires. Est-ce que c'était de la mise en danger de la vie d'autrui, ces images au but de Chaumont et l'attitude de ces Écoutez, je pense jeunes que gens. la qualification, là, elle devient pénale, et je crois avoir vu que peut-être que le parquet va se saisir ou qu'une enquête va être menée. Bon, on verra ce qu'il en est, mais je crois que véritablement, faut essayer de comprendre, et je crois que beaucoup comprennent pourquoi est-ce que on a envie de cette liberté. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui dans une situation où, au bout d'un an, on a l'impression d'être de retour à la case départ. Et donc, il y a un côté, extrêmement frustrant et lassant là-dessus. Vous avez dit qu'il faut être vigilant, oui. Voilà, mais vous n'avez pas répondu à une question simple. Est-ce que vous condamnez cette démarche de la part des jeunes? Condamné qu'est-ce que ça veut dire condamner? Moi, je pense que il n'est pas souhaitable que des rassemblements qui peuvent constituer des foyers de contamination puissent avoir lieu en ce moment. Par ailleurs, je pense que la responsabilité politique, encore une fois, revient au gouvernement dans cette gestion complètement abracadabrantesque de la crise sanitaire. Nous, ça fait en fait depuis un an. Non mais vous voulez une condamnation politique de jeunes qui sont... Je veux ou pas, je vous demande. Je vous réponds. Les militaires, par exemple, vous allez condamner... Je dis pas que c'est pareil, je dis que quand vous voulez condamner... Ce n'est pas la même chose. Je crois que des militaires qui appellent à l'insurrection et au renversement du régime politique, ce n'est pas la même chose que des jeunes. Bien sûr, ce que je veux dire, c'est que c'est un mot qui
existe dans votre vocabulaire, donc si vous ne l'employez pas... Il faut l'utiliser à bon escient. Parce que si on condamne tout et on met tout au même niveau, du coup, plus rien n'a de sens. Et quand Jean-Luc Mélenchon dit sur les carnavaliers, vous vous rappelez, il y a eu à peu près la même chose à Marseille il y a quelques semaines, il avait dit « Ils ont raison de rire au nez des bonnes consciences qui leur font des reproches ». Est-ce que vous diriez la même chose? Est-ce que ces jeunes-là, est-ce que Jean-Luc Mélenchon avait raison? Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont raison de rire au nez des bonnes consciences qui leur font des reproches? C'est vrai, nous sommes des bonnes consciences qui leur font des reproches. Mais ils peuvent rire au nez et moi je peux continuer à dire qu'il faut faire attention. Enfin, que voulez-vous? Là, je crois que si on veut avoir un dialogue, et y compris si on veut convaincre en fait les gens, la condamnation morale abstraite ne suffira pas. D'autant que la vérité, c'est que nous tous ici, et je pense que vous aussi, vous ressentez ce besoin-là. Bien sûr. Comment faire en sorte... Julien Bayou, qui n'est pas un dangereux répressif à votre place hier, Julien Bayou disait il faut les condamner de façon la plus sévère possible. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des venant à peu près du même endroit politique, avoir des réponses différentes. Mon propos a été très clairement allé dans le sens de la nécessité de maintenir une vigilance et de ne pas appeler les jeunes à aller faire la fête sans masque, faire la fête en nombre trop important, y compris à l'extérieur. Donc, je pense que le propos est clair. Encore une fois, j'aimerais qu'on se pose la question de pourquoi est-ce que ça arrive. Et je crois que beaucoup des personnes, y compris qui ont participé à cet événement, comme il y en a pu avoir d'autres, ne sont pas des complètement irresponsables. C'est simplement qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la gestion de la pandémie, je voudrais pas répéter tout ce qui criait, mais on l'a entendu, tout le monde s'emballe et ce que vous savez, parce que c'est pas non plus un signe de responsabilité énorme. Mais je pense que depuis plus d'un an, la très grande majorité, y compris la jeunesse de ce pays, a fait preuve d'énormément de discipline, d'énormément de responsabilité. Et c'est ça qui a permis, notamment pendant le premier confinement, que le niveau de contamination baisse. Mais au bout d'un moment, à force de faire le yo-yo, à force d'expliquer qu'on fait un confinement, mais pas vraiment un confinement, que on est en état d'urgence sanitaire, mais c'est pas une question de faute, c'est une question de comment est-ce qu'on fait pour trouver des alternatives au confinement? Comment est-ce qu'on fait pour que progressivement on puisse retrouver un cadre de vie plus ou moins normalisé en maintenant une vigilance sanitaire? Et cela, il y a des solutions. En fait, en même temps, s'il n'y avait pas de solution, si on pensait que rien n'était possible que la restriction, on pourrait dire effectivement, on a expliqué aux gens, ils ne le respectent pas, il faut les sanctionner. Mais il y a des alternatives que le gouvernement jusqu'à présent refuse d'entendre, refuse d'écouter, et on le voit par ailleurs dans d'autres pays. Aujourd'hui, la restriction absolue, le confinement hybride ou pas, n'est pas la seule possibilité. On n'est pas en restriction absolue en France aujourd'hui. Hybride ou pas, confinement, hybride ou pas, et y compris un mélange de, on ne sait plus d'ailleurs, on ne sait plus s'il faut être en état de vigilance absolue, et en même temps on nous annonce que les mesures vont être levées. Donc voilà, je crois que c'est aussi de la responsabilité politique d'avoir un langage clair, d'avoir une stratégie claire, et ce n'est pas le cas aujourd'hui du gouvernement en la matière. Alors concernant continuons à parler de Paris, dont vous êtes l'élu. L'adjointe au commerce de la ville, je crois qu'on va voir sa déclaration, a dit que les restaurateurs, voilà, à partir de juillet, les terrasses et les extensions éphémères, donc les terrasses qu'on avait vues après le premier confinement, seront payantes. Ça veut dire que les restaurateurs devront acquitter une taxe à la ville de Paris pour pouvoir ouvrir en terrasse, dit Olivia Polski. Qu'en pensez-vous ? Je ne suis pas sûre que ce soit peut-être la première mesure à mettre en œuvre au moment où certains commencent à envisager peut-être une sortie un peu de la situation assez catastrophique dans laquelle se retrouvent ces restaurateurs et restauratrices. Je m'étais rendue il y a quelques semaines sur les quais de Seine et les quais de l'Ourcq dans ma circonscription, où j'ai rencontré beaucoup de... Sur le canal. Sur le canal. Pour les non-parisiens. Parisiens, et où ils m'ont fait part justement de cette incompréhension, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont là aussi des consignes. C'était gratuit jusqu'à présent. Effectivement, mais ne serait-ce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils pourront faire, ils seraient en capacité de faire. Quand ils appellent les services de l'État, on leur dit que les services eux-mêmes ne savent pas qu'est-ce qu'ils va mettre en œuvre. Donc je pense que avant de commencer à dire qu'on va faire payer une sortie de c'est pas le gouvernement, c'est Anne Hidalgo, on est d'accord. Effectivement, je pense que c'est une communication pour le coup un peu contradictoire. Sur ce on va pas passer notre temps à condamner. Moi, on va pas condamner, mais disons que là, en l'occurrence, cette mesure, vous ne l'approuvez pas. Je n'approuve pas cette mesure. Je pense qu'il faut penser et qu'il était possible et qu'il est
encore possible de penser à des modes de protection sanitaire qui permettent la réouverture des commerces. Nous, on le défend depuis le début en disant il faut des alternatives au confinement, il faut mettre en place des roulements, il faut s'assurer que dans les commerces, il y a les capteurs de CO2, il y a des purificateurs d'air comme il peut y avoir dans les écoles, etc., qu'il y a tous les outils de protection sanitaire. Et donc, tout ça doit être mis en œuvre, effectivement, parce que ce soit les restaurateurs, mais dans tout le monde de la culture, dans tous les espaces de société, de services, de divertissement, etc. Voilà, on a des pans entiers de la société et de l'économie qui sont en train de couler et il faut leur offrir des perspectives. Et donc, non, annoncer qu'on va faire payer l'installation sur les espaces extérieurs. C'est pas le bon moment. Non, je ne crois que ce n'est même pas la bonne stratégie. C'est pas on va continuer. Daniel Obono, qu'auriez-vous envie de dire à Estelle qui nous a parlé de ces difficultés, de l'inconnu qui se profile devant elle? Et moi, c'est ce que j'entends dans ma circonscription à Paris et par ailleurs au-delà, puisqu'on est interpellé au niveau national par énormément de restaurateurs, de petits commerçants aussi sur ces difficultés. Mais c'est vrai dans la restauration, dans le petit commerce, mais je pense par exemple aussi aux associations de quartier qui souhaitent pouvoir organiser pendant l'été enfin des activités socio-culturelles, mais qui ne savent pas justement si elles pourront bénéficier de l'espace extérieur. Donc je crois qu'on se demande un peu en fait à quoi a servi le confinement et les périodes de couvre-feu si ce n'était pas à anticiper tout ça, à préparer, à avoir des plans A, B, C, D avec un dialogue avec les acteurs. Mais là, du coup, vous dites quoi? Il aurait fallu attendre un peu plus? Non, je crois qu'il faut, j'espère en tout cas que le gouvernement attend pour des raisons de communication de donner les chiffres et les modalités, mais à préparer tout ça. C'est-à-dire de penser, par exemple, dans l'espace public, en concertation avec les villes, mais un réaménagement de l'espace public. La mise en place, par exemple, le président de la République a reçu des maires, était en réunion avec des maires aujourd'hui. Oui, mais je pense que être en réunion avec des maires à quelques semaines de ce qui est annoncé comme une réouverture progressive n'est pas satisfaisant. Il faut des concertations avec les acteurs et actrices du secteur, avec les restaurateurs et restauratrices, avec le monde de la culture qui demande cela et qui est prêt et qui était prêt à s'engager à faire des simulations. Et par exemple sur les restaurateurs, la question de rues aménagées, de fermeture de rues, notamment dans les centres urbains, pour permettre justement de repenser piétoniser certaines rues, de rues piétonnes. Ça permettrait, je pense, par exemple, d'étendre un peu le périmètre. Donc tout ça. Voilà, j'espère que c'est pas maintenant que le gouvernement engage les discussions et les concertations pour le faire. Dans tous les cas, Estelle n'a pas reçu d'infos pour l'instant et semble un peu désemparée. C'est typique de ce qu'on vit depuis plus d'1 an maintenant, c'est-à-dire un manque de planification, un manque d'anticipation, et où on a l'impression que le gouvernement court un peu après les dates choisies un peu au doigt mouillé par Monsieur Macron, et on se retrouve peut-être une réouverture, mais peut-être aussi une fermeture 3 mois plus tard, parce que on n'aura pas anticipé après l'été, l'automne, et peut-être le retour d'une nouvelle vague ou de variants, etc. Donc voilà, tout le monde est, je crois, un peu dans l'expectative, espérant que ça rouvre, mais ne sachant pas, en fait, pour combien de temps et dans quelles conditions. Alors, je remercie beaucoup Estelle Forget depuis le Touquet Paris-Plage. Bien sûr, Estelle, dès que vous avez des infos un peu plus concrètes, vous m'appelez. Vide toujours avec ce matin le ministre de Transport et le secrétaire d'État au numérique qui étaient à Orly pour l'expérimentation d'un certificat sanitaire électronique pour pouvoir voyager en Europe cet été. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et c'est une discussion qu'on va avoir à l'Assemblée, je crois, normalement. C'est comme il se doit sur cette expérimentation de passe sanitaire. Ça met en cause un certain nombre de droits et de libertés fondamentales. C'est pour ça qu'il y a eu au sein de la commission des lois, et je salue l'initiative de sa présidente d'avoir organisé des auditions. Yael Braun-Pivet d'avoir organisé des auditions, au moins une audition sur le sujet. On va voir dans quelles conditions tout cela se met en place pour préserver, pour éviter les inégalités. Donc vous dites pourquoi pas, on va voir. Voilà, quel est le cadre exact et s'assurer que les droits et les libertés des personnes ne sont pas remis en cause, qu'il n'y ait pas d'inégalité, parce que ce ne soit pas un passeport à la liberté ou au maintien des restrictions. Donc je crois que tout ça va être en débat et j'attends de voir ce qui est présenté par le gouvernement. On va voir un élément. En tout cas, Cédrico, le secrétaire d'État au numérique, a donné un exemple d'utilisation ce matin. On l'écoute et puis vous nous direz ce que vous en pensez.
Je ne pense pas que nous envisagions de déployer ce genre de dispositif pour des utilisations du quotidien. Restaurants, shopping, etc., etc. Des questions peuvent se poser sur l'utilisation d'événements qui brassent, comme des festivals, des concerts, des salons, des expositions. Voilà, si pour réouvrir, pour qu'il y ait des festivals cet été, des grands festivals comme Rock en Seine, enfin les grands festivals avec du public, il faut pour rentrer présenter un QR code avec donc surtout anti-Covid, votre état sanitaire, savoir si vous êtes positif ou négatif, si vous avez été vacciné ou pas. C'est plus de liberté ou c'est trop de contrôle ? Il faut voir comment tout cela se déploie. Déjà, je pense que ça ne doit pas être la condition de pouvoir participer à ces événements ne doit pas être d'avoir, par exemple, l'application Tous Anti-Covid ou un téléphone portable. De ce point de vue-là, ce serait restrictif parce que il y a moyen et il doit avoir moyen et on doit trouver les moyens que toute personne avec ou pas l'application Tous Anti-Covid, avec ou pas un téléphone portable, puisse accéder si les conditions sont réunies, si la personne est vaccinée, si la personne a fait un test, elle peut fournir les pièces. Mais c'est pas un détail. Non, mais je comprends que c'est pas un détail. La volonté de généraliser, par exemple, l'adoption et le téléchargement d'une application qui est très contestée et très contestable, et le fait de vouloir absolument passer par le téléphone portable, même si c'est le prix à payer, empêché. Parce que vous disiez aujourd'hui les jeunes, on peut les comprendre, ils ont besoin de bouger, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Même si c'est le prix à payer pour qu'il y ait des festivals, pour que les jeunes puissent sortir, pour que les jeunes puissent aller à des concerts dans des lieux où il y a énormément de monde et où on comprend, on est collés les uns contre les autres. Je suis allé à des concerts quand j'étais plus jeune, je sais ce que c'est. J'espère que vous y allez aussi un peu plus vieux. Ah bah j'y vais, j'ai très envie. J'ai très envie d'y retourner, mais enfin maintenant je suis plus dans la fosse à sauter. Y compris donc, si ça se réouvre, ce ne sera pas dans les conditions de pogo ou de. Si c'est le prix à payer pour qu'on puisse avoir des concerts, est-ce que vous êtes prêt à accepter qu'il faille montrer justement sur son application qu'on est vacciné ou en tout cas qu'on a un test négatif? Je pense qu'il faut trouver les moyens pour que tout le monde puisse, dans les conditions requises, parce qu'il y a toujours des conditions d'entrée d'ailleurs dans les festivals. C'est pas vrai que tout le monde fait déjà payer le prix. Oui. Et puis il y a un certain nombre de conditions, le fait d'avoir par exemple un badge, etc. Donc ça, ce n'est pas un problème. Encore une fois, moi ce que j'objecte, c'est le fait qu'il faille avoir un portable ou il faille télécharger telle application. Je comprends très bien, mais vous comprenez que s'il y a un vigile à l'entrée, mais la réalité c'est aussi que s'il y a un vigile à l'entrée qui doit regarder, une hôtesse de l'air disait que ça durait à peu près 7 minutes, de regarder sur un papier que tout le monde a bien fait son test, que ça atteste du bon laboratoire, etc. Je pense qu'on peut trouver des modalités pour s'assurer qu'il y a une égalité. Parce que je vous rappelle quand même que la fracture numérique existe. Je suis d'accord. Il y a un certain nombre de personnes aujourd'hui, de public dans la population, pour différentes raisons, que ce soit l'âge, que ce soit la situation de handicap, que ce soit l'électronisme tout simplement, qui n'ont pas la pratique des numériques, qui n'ont pas d'accès numérique. Et donc, je crois que ça, c'est un principe compris constitutionnel qui doit être garanti, et je crois que c'est ce dont on discutera à l'Assemblée nationale et en commission des lois, de s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination en fonction de là où on habite et de sa condition sociale. Et à ces conditions, on peut envisager, comme ça se fait dans d'autres pays, il faut aussi voir ce qui se fait. Il y a des tests qui sont faits. Après, c'est sur la base d'une autre stratégie. Je pense à la Nouvelle-Zélande qui avait une stratégie zéro Covid et qui a pu, dans un certain nombre de conditions. Extrêmement restrictif. Voilà. Mais on voit aussi, ces résultats, on peut se poser des questions. Donc on verra quelles sont les conditions. Encore une fois, pour nous, il faut assurer des garanties de protection sanitaire et de protection des droits et libertés. Parce que, de notre point de vue, l'un ne doit pas se faire au détriment des droits et libertés. Parce que, de notre point de vue, l'un ne doit pas se faire au détriment de l'autre. Est-ce qu'après tout, plus de fermeté, ça permettrait peut-être de rouvrir plus vite dans de meilleures conditions chez nous, ou pas? Non, je pense que la discussion est mal posée. D'abord, moi j'évoquais le cas de la. Non, c'est pas de votre fait. C'est comme ça que c'est posé en ces termes. Mais moi, je pense que ça ne se pose pas en ces termes. Il était question de la Nouvelle-Zélande et moi je l'évoquais en pointant qu'ils ont eu une stratégie zéro Covid. Ce sont des îles. C'est lié à une stratégie globale. Donc, quelle est la stratégie globale? On peut pas faire à moitié une stratégie zéro Covid. Dans le cadre de notre stratégie se pose une question. Et donc, dans le cadre de cette stratégie, je pense que la question du contrôle aux frontières est nécessaire et il doit avoir un contrôle aux frontières. D'ailleurs, on l'a vu au cours des dernières semaines,
à un moment donné, le gouvernement nous disait c'est pas possible, on laisse faire les entrées venant du Brésil alors que c'était possible et ça a été possible. Et donc oui, il faut assurer un contrôle. Vous êtes d'accord avec le gouvernement? Un contrôle au frontières. Il faut déjà l'assurer. Excusez-moi, il faut déjà l'assurer. Moi, au tout début en fait de l'épidémie, je m'étais rendue à Roissy au moment où le trafic était complètement à plat pour voir justement quels étaient les dispositifs mis en place, qu'est-ce qui était anticipé au moment d'une reprise probable. Il n'y avait quasiment rien de prêt. Là aussi, la question c'est est-ce qu'on planifie les choses? Est-ce qu'on met en place des protocoles? Est-ce qu'on ne laisse pas, par exemple, des dizaines de personnes en zone d'attente alors qu'ils sont potentiellement contaminés par le Covid, alors qu'aucun soin n'est apporté? Donc voilà, il faut mettre en place le gouvernement samedi, c'est-à-dire un contrôle et une quarantaine obligée pour tous ceux qui reviennent du Brésil, par exemple, positifs ou négatifs. Est-ce que c'est une mesure que vous soutenez? Est-ce que vous trouvez normal qu'on soit en quarantaine et que cette quarantaine soit contrôlée? Oui, mais ça fait partie des mesures. Mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'on en parle et on n'y pense que maintenant, alors que tout ça est censé être préparé? Oui, mais parce que les variants, on le sait, il y a eu un variant britannique, on le sait que les variants allaient arriver. C'est dit par les épidémiologistes depuis le début. Et donc la question, c'est d'avoir une stratégie cohérente ou de zéro Covid, ou de baisse de la courbe. Franchement, vous le saviez peut-être, mais on le savait pas. Mais la question, c'est pas le variant brésilien, mais l'existence de variants, excusez-moi, depuis le début, les épidémiologistes... Mais alors, donc, il fallait fermer avec le monde entier, en se disant, il y aura peut-être des variants du monde entier. Non, le variant indien, ça vient d'arriver. Oui, mais le variant britannique, ça ne vient pas d'arriver. Vous êtes d'accord? Et le variant britannique ne fait pas des milliers de morts comme le variant indien et brésilien. Et donc l'existence de variants, c'est pas non plus une nouveauté en termes épidémiologiques. Et vous le savez, il y a eu suffisamment de débats pour que nous on l'a fait. Nous avons mené des auditions pendant le confinement de mars dernier, et il était déjà question de la part de spécialistes du fait que ça, c'est vrai pour toutes sortes d'épidémies. Il y a des variants. Donc, la possibilité de variants n'est pas inconnue. Absolument. Et donc, face à ces variants, la question, qu'est-ce qu'on fait? Quelle stratégie on met? Est-ce qu'on barre la route au virus ou on se contente d'aplanir la courbe? Ça, c'est un enjeu de stratégie. La deuxième chose, c'est que dans tous les cas, on se donne les moyens, effectivement, de contrôler, d'avoir des processus de quarantaine, mais on le décide pas une semaine avant de dire on va commencer à réouvrir. Tout ça, encore une fois, excusez-moi, c'est quand même la marque d'un manque d'anticipation et de préparation catastrophique. Compris. Et surtout, on donne les moyens. Je termine là-dessus parce que les conditions dans lesquelles, y compris les agents aux aéroports, les agents des frontières, etc., vont devoir mettre en œuvre ces mesures, il faut se poser, est-ce qu'ils en ont les moyens? Est-ce qu'il y a assez de tests? Est-ce qu'il y a des masques? Tout ça, encore une fois, ça ne peut pas se décider du jour au lendemain et malheureusement, c'est ce que semble être en train de faire le gouvernement.